Docteur Ihab Samoud, donc vous êtes, directeur des politiques d'investissement et des réformes à la TIA, Tunisian Investment Authority. Donc bienvenue avec nous. Merci, Donc on va parler des clusters. Donc quelle est votre vision par rapport au développement des clusters, surtout dans les politiques d'investissement que vous êtes en train d'évaluer et aussi de concevoir? Voilà, donc bonjour, marhaba. Donc tout d'abord, merci de me donner l'opportunité dans cette interview par FEMIS. En fait, comme vous l'avez évoqué, je travaille au sein de la Tunisian Investment Authority, donc pôle politique des réformes d'investissement. Donc au sein de la TIA, donc les politiques d'investissement donnent vraiment une très grande partie d'importance pour les clusters en Tunisie. Non seulement donc pour ce temps-là, mais depuis une dizaine d'années, donc la Tunisie a suivi vraiment ce chemin-là. Pour commencer, donc au sein de la TIA, on commence à réfléchir d'une manière un peu plus avancée. En fait, on ne veut plus réfléchir par rapport au secteur, mais en fait, on voulait vraiment raisonner par filière. Donc, quand on dit filière, on dit flux. En fait, ça nous permet tout d'abord, puisqu'on est en train de dessiner donc les politiques à l'échelle macro, donc en termes d'investissement. Bien sûr, on est sous le tutelle du ministère de planification, donc de l'économie de planification. Là, entre parenthèses, on est en plein dans le plan de développement 2026-30. Et là, donc raisonner filière, ça nous permet d'analyser donc la compétitivité structurelle donc de notre économie, aussi de pouvoir dresser les bonnes politiques industrielles. Et dans un troisième temps, optimiser les coûts et les supply chains, et aussi pour bien gérer donc, les risques. En fait, c'est très important dans la politique menée en termes d'investissement de dresser une cartographie par filière, tout d'abord. Et dans un second temps, passer pour la pratiquer, là on commence à parler donc, des clusters et de mettre donc, cette cartographie de filières en activité. Donc ça vraiment c'est le point focal. Exactement au sein de la TIA aussi, ces dernières années, on a essayé de travailler, de dénicher les niches et les activités à forte valeur ajoutée. Donc pour pouvoir, c'est dans la même continuité, donc quand on parle de cartographie des filières aussi, donc il faudra détecter les niches à forte valeur ajoutée, et de dresser le chemin pour le secteur privé. Donc on n'est pas là pour décider, mais juste donc, pour le guider, donc d'avoir voilà, les opportunités qui existent pour pouvoir donc, avancer sur ce chemin-là. Donc ça, c'est dans un premier temps. Voilà. Donc vous avez évoqué le développement par les filières, mais aussi le développement par les clusters. Donc il y a, donc vous êtes docteur en économie, vous savez bien qu'il y a deux approches maintenant pour soit la clusterisation de l'investissement et de l'économie, soit d'aller dans les filières. Et laquelle des approches, selon vous, qui peut être menée au mieux en Tunisie et elle peut être mieux adaptée à notre contexte? Voilà, merci pour la question. Là, comme on a assisté ce matin donc, à pas mal de panels qui c'était excellent, donc des interventions, ils ont parlé, je ne m'en souviens plus, le speaker qui a évoqué ça, que donc, les clusters déjà... la création de clusters, souvent, elle est accidentelle ou suite à des accidents. Ouais. Donc, on a des clusters qui sont, donc, comme on peut l'appeler, spontanés. Donc, voilà, il y a le premier qui arrive et l'écosystème qui se développe autour, qui s'avance. Et il y a une deuxième partie que c'est l'État, c'est le moteur, donc c'est elle qui prend le point de départ donc, et qui fixe. Là, à mon sens, donc là, comme économiste, comme vous l'avez évoqué, je pense qu'il faudra combiner les deux. Donc on ne peut pas aller seulement dans les filières ou seulement dans les clusters. Les filières, c'est très intéressant pour pouvoir détecter tout ce qui est structurel, d'accord ? Et les clusters, bien sûr, au niveau secteur, ça permet de mettre en place, parce que si on veut parler innovation, c'est cluster. Donc ça, c'est, ouais. Voilà. Si on veut parler chaîne filière, c'est chaîne montée en gamme dans les chaînes de valeur. Là, ces filières, c'est plus adéquat. Donc le cas tunisien, puisqu'on n'est pas vraiment... On ne commence pas de zéro, donc on a pas mal de plus que 9 technopoles, on a déjà des parcs d'activités, on a commencé donc ce travail-là, ça fait longtemps. Donc ça sera mieux de continuer, mais de détecter ces niches en valeur ajoutée donc, qui sont donc, profitables, présentent des opportunités pour la Tunisie.
et en même temps donc, aller vers les clusters. Voilà, ça c'est au niveau national. Hein, donc. La prochaine question, juste, c'est pour un peu vous profiter de votre expérience et de votre expertise en termes de réforme. En Tunisie, c'est vrai que nous avons cette volonté-là, mais à la fin, nous avons jusqu'à maintenant un seul cluster de mécatronique qui est... Un vrai seul cluster. Un vrai seul cluster. Voilà. Il y a d'autres initiatives, d'autres projets qui sont en cours, mais en comparant avec les expériences d'autres pays similaires. Les raisons pourquoi sont multiples. Mais si on devrait faire des réformes pour avoir plus de clusters en Tunisie et faciliter le développement de clusters, donc quelles sont les actions prioritaires selon vous que vous préconisez? Voilà. En fin de compte, quand on parle de clusters, en fin de compte, c'est des investisseurs, c'est des entrepreneurs qui viennent pour investir. Donc les contraintes pour les investisseurs tout court, automatiquement, normalement, ce seront les mêmes pour des clusters, à quelques, bien sûr, différences. Voilà. Donc pour nous, ces dernières années, le gouvernement tunisien, et à la tête aussi le ministère donc, de planification, n'ont pas cessé donc, d'avancer plein de réformes pour l'amélioration du climat des affaires en général. Donc on parle de stratégie du climat des affaires, on parle de stratégie PME, peut-être il y en a donc des réformes au niveau du code d'investissement, code d'échange. Donc on est en train d'avancer, on est conscient de ces obstacles traditionnels classiques. Infrastructure, foncier, financement. Donc, vous ne voyez pas aussi qu'il y a un problème au niveau du cadre légal du cluster? J'y arrive, bien sûr. Donc, ouais. Voilà, donc le cadre légal, il y en a, c'est vrai, il y en a un peu le cadre légal, mais les réformes arrivent donc, pour essayer d'améliorer sur ce point-là. Donc, on travaille. Donc, on est en train d'améliorer, on est conscient des obstacles réels pour améliorer ces clusters. Et donc, voilà, donc c'est en cours. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Ma dernière question, ça concerne le financement, justement. Donc, voilà. Et surtout pour tout ce qui est les co-investissements ou bien le financement de clusters. Donc, comme vous le savez, donc, un financement de cluster, donc, il y a une partie qui est financée par le cluster lui-même, mais il y a une partie aussi qui est du financement public. Donc, ou bien de coopération internationale. Donc, donc certainement, lorsque vous évoquez les politiques d'investissement, vous donnez une importance au financement de l'investissement. Donc, le financement des clusters, comment vous voyez, quel modèle on pourra mettre en place en Tunisie? Je fais référence aussi aux différents speakers ce matin. Il y a l'intervenant de l'API qui a parlé d'un mode de financement, le crowdfunding. Est-ce qu'il est vraiment spécifié pour les clusters? Oui ou non? Donc peut-être il peut aider, mais je pense qu'il ne peut pas être la seule source de financement. Le problème du financement des clusters... Sur l'expérience internationale, le crowdfunding n'est pas très utilisé pour les clusters. Est-ce que la question que je posais, est-ce que vraiment il est spécifié? Bon, ça c'est à voir. D'autres expériences comparées, ils ont créé des fonds. Un fonds spécial pour les clusters. Je reviens que quand on parle de clusters, on ne peut pas parler de clusters isolés dans la nature. Donc c'est une politique d'État, de politique d'investissement, politique de cluster, politique de développement qui doit incorporer le financement en cours. Il faudra voir les secteurs qu'on a besoin d'avancer et peut-être créer des fonds. On peut avoir des incitations fiscales, des incitations financières adaptées. On peut aussi créer ce qu'on appelle les zones économiques spécialisées pour le développement de ce cluster. Donc, enfin, il y en a plein d'options. Et les expériences donc, comparées et réussies, donc, on peut donc, s'inspirer et faire notre modèle tunisien adapté donc, à nos clusters. Ouais. Ma dernière question, c'est, vous êtes universitaire donc, à la base et vous êtes docteur. Donc, le développement des clusters, c'est aussi une coopération en termes d'innovation et de recherche avec les centres de recherche et le développement de l'innovation aussi avec les entreprises. Ça suppose qu'il y a une coopération soit avec les entreprises, soit avec les clusters eux-mêmes, avec les chercheurs et avec les centres de recherche. Donc, quelle est votre vision par rapport à ce volet-là pour disons, si vous avez à proposer une réforme pour améliorer au mieux, parce qu'on parle toujours en Tunisie de recherche, innovation et coopération entre universités et entreprises, ou bien entre universités et de clusters, mais réellement, on ne semble pas en train d'avancer à grands pas sur ce volet-là. Donc, quelles sont selon vous les réformes et les actions prioritaires à mettre en place? Voilà.
Donc c'est très bien de me rappeler donc, les origines académiques. Ouais. On les garde toujours. Voilà, j'ajouterai aussi que je suis un ancien ITSEC, donc je fais partie de l'Institut tunisien des études quantitatives et de la compétitivité des études quantitatives. On a fait pas mal de travail. On a un département pour emploi, donc on a fait sur ce qu'on appelle une équation entre marché du travail et emploi. Comment booster l'innovation à travers ce que vous venez de dire, donc comment adapter donc, ce travail de recherche universitaire vers les emplois, vers l'innovation, comment donc, les startups on peut bénéficier de ce travail de recherche-développement. Là, donc, il faudra adapter notre système d'enseignement. Donc, ça, c'est le départ. Donc, il faut adapter notre système d'enseignement pour pouvoir donc, financer ou donner donc, les ingrédients nécessaires pour que les entreprises puissent puiser donc, et puissent avoir donc, le résultat de ce travail. Donc, il faudra inciter, il faudra réformer. Donc, c'est sûr, même réformer, le terme n'est pas très adéquat. Peut-être qu'il faudra transformer. Donc, mieux que réformer, donc transformer donc, nos universités et créer ces liens directs donc, entre l'intervenante tout à l'heure, donc elle parlait de sorte est-ce que ceux qui sortent, les jeunes diplômés par exemple, qui sortent de l'université et ils vont travailler dans les entreprises, est-ce que l'entreprise elle-même, elle est capable donc, de minimiser ce temps d'adaptation pour le rendre donc, efficace? Donc en fait, il n'y a pas que le système enseignement, université qui doit faire des efforts, mais aussi d'autre côté, il faudra que les entreprises fassent l'effort nécessaire pour pouvoir donc plus d'argent dans les recherches-développement, plus d'argent dans l'encadrement, dans l'adaptation, etc. Donc c'est un travail, un travail donc, des deux côtés. Et là, bien sûr que l'État doit aussi intervenir pour la bienveillance et pour donc encadrer et assurer donc cet échange-là. Voilà. Okay. Merci, M. Dr Samoud pour votre temps et pour ce partage d'idées et d'expériences. Merci, c'est très gentil. Merci à vous également. Merci.